Bonjour mes amis, voici votre cours d'aujourd'hui sur la détermination du prix. Donc, on a trouvé notre fournisseur, qu'il soit au Japon, qu'il soit à Pinco, qu'il soit n'importe où, et là, on doit négocier le prix ensemble. Donc, je vais vous montrer comment déterminer combien on devrait payer pour, bien sûr, aider la compagnie à faire plus d'argent et que tout le monde soit heureux. Bien sûr, je veux aussi que le fournisseur aussi fasse des profits aussi. C'est gagnant, gagnant. Ça, c'était ma philosophie quand j'étais acheteur. Alors, voici la théorie. Je vous ai mis les documents dans données. Donc, on va aller tout de suite, je vais partager mon écran et on va aller voir le PowerPoint que j'ai mis. Si je peux le trouver. Est-ce qu'il est le PowerPoint? Voilà, j'ai trouvé le PowerPoint. OK. Voilà. Donc, si vous travaillez pour une compagnie comme un restaurant, Madison's, et puis on vous dit, ah, il faut acheter du poisson. Comment allez-vous déterminer combien payer pour le poisson? Est-ce que c'est 1 $ par livre, 2 $, 10 $, 20 $? Qu'est-ce qui détermine ça? Une question, hein? À la fin du cours, vous allez être capable de répondre à ça. S'ils veulent acheter des pommes, même chose. Comment on détermine le prix? Si c'est du coton, OK, le coton, c'est peut-être pas pour un restaurant, mais pour une compagnie qui fabrique des cotons ouatés, des choses comme ça. Donc, il y a une façon de déterminer le prix pour ça. Donc, est-ce qu'on va déterminer le coût de production d'une pomme? Je ne pense pas. Donc, je pense qu'on a appris dans un cours d'économie l'offre et la demande. Donc, c'est le marché qui détermine ça. Maintenant, autre exemple, si on regarde ça, on va faire rénover notre maison. Exemple, le sous-sol, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on détermine combien payer ce monsieur ici ou de la compagnie qui fait la rénovation? Est-ce qu'il y a un prix général? Vous allez voir à la fin du cours comment déterminer ça. OK? Donc, ici, je pense qu'on va déterminer ce monsieur-là va nous charger pour son temps. Il va nous charger aussi pour son matériel. Il va nous charger pour ses déplacements. Il va nous charger pour les outils qu'il utilise. Oh, ça, c'est une autre méthode. Donc, la première méthode que nous avons vue ici, pour ça, les produits naturels et des produits standards, ça s'appelle la méthode, l'approche marché. L'approche marché. C'est le marché qui détermine combien qu'on devrait payer pour ça. Il n'y a pas de calcul. OK? Donc, que ce soit du pétrole, de l'or, des diamants, de la terre, whatever. Quand c'est naturel, c'est l'approche marché, le poisson, mais pas juste les choses naturelles. Aussi, les billets pour aller à un match de hockey, les billets pour aller voir un concert de Céline Dion. Combien ça coûte un billet pour aller voir un concert de Céline Dion? C'est plus que 100 $, je pense, 120 $. Pourquoi c'est 120 $? Qui a déterminé ça? L'offre et la demande. Elle et son équipe ont décidé, oui, les gens sont prêts à payer 120 $. Il y a eu peut-être des comparaisons, mais il n'y a pas eu de calcul comme tel. Donc, ça, c'est l'approche marché. Maintenant, quelqu'un qui fait des rénovations, c'est une autre approche. Quand on calcule tous les coûts, on appelle ça l'approche coût. Donc, il y a l'approche marché ou l'approche coût. Ça, c'est les deux approches. L'approche marché, il y en a qui l'appellent approche prix aussi. Donc, c'est équivalent. Donc, si on regarde ici le mécanicien, est-ce que c'est l'approche marché ou l'approche coût? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, c'est sur mesure. Donc, lui va nous charger selon ce qu'il fait. Donc, c'est l'approche coût. Donc, quand c'est sur mesure, l'approche coût. Sur mesure, l'approche coût. Si on veut un avocat est payé par heure et par tout le travail qu'elle fait, donc, ou qu'il fait. Alors, c'est aussi l'approche coût sur mesure, l'approche coût. Madame, vous connaissez cette madame-là? Elle s'appelle Britney Spears. Alors,
Combien, donc, elle vend du parfum? Est-ce que le parfum qu'elle vend, c'est l'approche marché ou l'approche coût? Combien ça coûte pour fabriquer? Ici, on en voit le parfum qui s'appelle Curious. Ouh, Curious. C'est curieux. Combien coûte ce parfum? Peut-être 50, 60 dollars. Combien ça a coûté pour le fabriquer? 2 dollars. Ouh. Donc, comment ils ont déterminé qu'ils allaient le vendre à 60? C'est l'approche marché. C'est l'approche marché. Madame Britney Spears, on voit qu'elle a fait juste avec son parfum, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est pas 2 millions, c'est 2 milliards de dollars qu'elle a fait de revenus juste pour son parfum Curious. La madame a fait quelques scènes avec ça. Parce que dans son temps, pas maintenant, mais il y a quelques années, c'était l'artiste la mieux payée au monde. Et puis, donc, elle pouvait charger ce qu'elle voulait pour le parfum. Maintenant, son prix de parfum a baissé. Et maintenant, le parfum Justin Bieber, oh, est-ce qu'il est plus en demande? Laissez-moi savoir. Donc, si je veux savoir une livre, combien ça coûte une livre de coton, comment est-ce que je fais? Si je veux savoir combien ça coûte une bûche de bois de l'érable, qu'est-ce que je fais? L'approche marché ou l'approche coût? C'est l'approche marché. Donc, on peut aller sur Internet et trouver le prix du coton. C'est publié à chaque semaine. Le prix du coton, même chose pour le prix du bois, le prix du pétrole, c'est publié. C'est l'approche marché. On appelle ça, quand c'est publié, on appelle ça barème et tarif. Barème et tarif, ça, c'est quand c'est publié à chaque semaine, ou bien dans une revue, ou bien sur Internet. Et on voit ici le site web que j'ai trouvé pour trouver le prix du coton. Même chose pour le bois, j'ai trouvé un autre site web, c'est publié. On ne peut pas négocier le prix. C'est fixe pour le poisson, pour ces choses-là. On ne peut pas négocier. On peut négocier d'autres choses, mais pas le prix. On peut négocier qui paye pour le transport, qui entrepose le stock. Ah, quoi faire si le stock n'est pas bon? Ça, on peut négocier. Si je ne le vends pas au complet et je dois le retourner, on peut négocier, mais pas le prix. Pas pour l'approche marché. Maintenant, si on regarde un ordinateur portable, c'est à peu près 1000 dollars, à peu près. Combien ça a coûté pour le fabriquer? À peu près 600 ou 700 dollars. Qui a déterminé le 1000 dollars? C'est l'approche marché. En fait, ici, c'est un hybride parce que plus on rajoute des choses dans notre ordi, comme un lecteur DVD, ça, ils vont nous charger un peu plus. Mais encore une fois, c'est le marché qui détermine ça. Rouge à lèvres, 25 dollars. Je ne suis pas un expert dans les rouges à lèvres, mais c'est à peu près 25 dollars. Oui, il y en a moins cher, il y en a plus cher. Combien ça a coûté pour fabriquer un rouge à lèvres? Combien pensez-vous? 25 sous. Incroyable. Et les gens sont prêts à payer 25, 30, 40 dollars pour quelque chose qui a coûté 25 sous. C'est le marché. Si je veux me faire bâtir ça, exemple, la belle-mère s'en vient coucher chez nous, elle vient d'un autre pays, et puis ça lui prend un endroit. On va la mettre en haut ici, et on va demander à quelqu'un de bâtir ça pour nous. Donc, je lui donne les dessins à cette personne-là, et il va nous le bâtir. Est-ce que c'est l'approche marché ou coût? C'est sur mesure, donc c'est l'approche coût. Sur mesure, coût. Le stade olympique. Maintenant, on va parler des types de contrats. Ouh, et oui, il y a des contrats quand on est acheteur, il y a des contrats, il y a des bons contrats et des mauvais contrats. Est-ce qu'on a fait un bon deal en faisant le stade olympique? On a utilisé un contrat qui s'appelle coût plus pourcentage. Ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on dit au fournisseur, donne-moi ton coût, combien ça a coûté, et je t'ajoute un pourcentage. Est-ce que c'était un bon contrat à utiliser? Pas vraiment, parce que le monsieur qui a créé ça, c'est M. Taillefer. Là, il a fait monter les coûts. Il a dit, ah, là, tu vas me rajouter un 10, 15, 20 par rapport à ça. Donc, plus ça lui coûte cher, plus on va lui donner des profits. Ce n'est pas vraiment la bonne philosophie. Ce n'est pas ça le message qu'on veut envoyer à nos fournisseurs. Donc, combien est-ce que ça devait coûter initialement? Combien pensez-vous?
Est-ce que c'est 100 millions, 125 millions? Initialement, le stade olympique devait coûter 180 millions de dollars. Combien est-ce que ça coûtait réellement? 1,1 milliard 870 millions. Un peu plus que le coût original. Alors, il y a un monsieur Taillefer qui a fait beaucoup d'argent avec ça. Pourquoi est-ce que je mets une photo ici de quelqu'un qui fume 1000 cigarettes? Parce qu'ils ont mis une taxe spéciale sur les cigarettes pour payer le stade, qui a juste pris 30 ans pour le payer. Juste ça. Donc, ils se sont trompés. Ils ont payé 13,38 fois plus que le budget original. Pas le bon contrat utilisé. Donc, ça va être votre rôle peut-être de donner des conseils à notre acheteur, quel genre de contrat on devrait utiliser. On peut aussi utiliser l'appel d'offres. OK? Donc, l'appel d'offres, ici, c'est une façon, donc on publie ça dans un journal ou dans l'Internet et les gens nous envoient ou les fournisseurs nous envoient des offres. Dans ce cas ici, c'est la municipalité de Saint-Fériol-des-Neiges. Ils veulent des travaux de construction d'un bâtiment. Alors, ceux qui vont faire, ils vont publier ça. C'est une façon de chercher des fournisseurs. On a déjà vu ça dans l'autre chapitre. Mais ça aussi, c'est une façon de déterminer le prix. On va retourner, avant de continuer dans l'appel d'offres, je vais vous montrer les autres types de contrats qui existent. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Ici, ouais. OK. Non, c'est pas comme ça qu'on partage, Monsieur Kelada. Voilà, je pense que c'est ça, oui. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà, mon fichier. Là, je partage. Alors ici, nous avons, et ça, vous avez ce fichier-là dans Données. Alors ça, ce sont tous les contrats qui existent. Alors ici, nous avons les contrats de type prix ou marché. Et ici, nous avons les contrats de type coût. Le contrat qu'on vient juste de voir ici, c'est un type coût, coût plus un pourcentage. Très, très mauvais. Il y a d'autres types de contrats. Donc, le contrat le plus populaire qui existe au monde, prix fixe ferme. Et ici, vous avez la définition ou la description de chaque contrat. Donc, prix fixe ferme, exemple, je veux acheter quelque chose, une télé à 1000 $, mais je rentre, je paye 1000 et je sors avec la télé. Donc, il y a un contrat verbal ou ça peut être écrit aussi, et il ne change pas. Donc, la plupart des contrats, c'est comme ça, c'est prix fixe ferme. Je vais, je paye et je sors avec le produit et le prix ne change pas. Prix fixe avec variation, ça, c'est pour des gros projets. Prix fixe avec révision, des gros projets et avec stimulant, comme un pont, un centre d'achat, des choses qui prennent peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à bâtir. Donc, variation ici veut dire, qu'est-ce qui va varier dans le temps? Le coût de quoi? Main-d'œuvre. Quoi d'autre? Matières premières, énergie. Tous les coûts variables peuvent monter avec le temps. Donc, ici, dans ce contrat-là, on va inclure ces variations. On dit, voici combien ça va coûter. Et à la fin du contrat, nous allons voir de combien va varier la main-d'œuvre, l'énergie, les matières premières, et on va ajuster le contrat. Prix fixe avec révision, c'est très similaire, sauf qu'ici, je mets globalement, je dis, OK, ça va coûter 4,8 milliards pour faire le pont Champlain, mais à la fin du contrat, on va réviser, voir si c'était vraiment ça, on va le baisser ou le monter. Donc là, on donne un montant dès le départ. Avec Stimula, ça c'est intéressant. On donne un genre de bonus. On dit, si tu finis le contrat en 2 ans au lieu de 3, on va te donner un bonus financier. Donc, ça, c'est intéressant pour la personne qui veut utiliser le produit, comme si c'était un pont ou un centre d'achat. Et aussi, c'est bon pour le fournisseur parce que lui, il va juste travailler 2 ans et la 3e année qu'il devait travailler, il va être payé un certain montant sans vraiment travailler. Donc, c'est intéressant pour lui de finir plus vite. Le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il travaille trop vite et qu'il travaille trop mal. Et là, donc, il faut inclure une clause de qualité dans ce type de contrat-là. Les autres contrats de type coût, on avait dit que c'est sur mesure.
Coût plus profit fixe, ça, c'est intéressant parce qu'on te dit, OK, dis-moi combien ça t'a coûté fabriquer, exemple, je voulais que tu me fabriques 8 gâteaux pour mon mariage et je te donne un profit fixe de, je sais pas, 500 $. Donc, je m'en fous combien ça a coûté. Ben, je m'en fous pas, mais dis-moi combien ça a coûté et je te donne un profit fixe. Fait que c'est beaucoup mieux que le pourcentage parce que ça encourage le fournisseur à travailler un peu plus vite et de façon plus efficace. Coût plus bonus, ça ressemble pas mal à prix fixe avec stimulant. Si tu travailles plus vite, je te donne un bonus si le travail est bien fait. Coût partagé, ça, c'est des immenses contrats de milliards et des milliards. Et là, on va partager les coûts ensemble comme des compagnies pharmaceutiques. Ils vont souvent se mettre ensemble pour un projet. Coût plus, lequel qu'on a vu? Oui, coût temps et matériaux, ça, c'est des contrats plombier, mécanicien, réparateur. On lui paye pour son temps et les matériaux. Ce n'est pas des immenses contrats, mais ça aussi, c'est sur mesure. Donc, ça, c'est les types de contrats qu'on peut utiliser. Vous allez voir dans le prochain devoir, vous allez devoir connaître les types de contrats. On retourne ici. Donc, on parlait de l'appel d'offres. L'appel d'offres, juste pour le fun, on va voir un appel d'offres. Dans votre livre, je vais vous montrer dans votre livre ce que je lis ici. Je ne vois pas la page de votre livre. Une seconde, on va essayer de régler ça. Oui. Ça, je peux fermer ça. Oups, non, c'est pas ça. Ah oui, je l'ai trouvé. Ça, je peux fermer ça. Un peu de patience, un peu de patience. Je ne suis pas habitué vraiment à ces cours en ligne, donc on va essayer de... OK, on va voir si on peut le trouver. Oui, je l'ai trouvé. Voilà, OK. OK. Donc, dans votre livre, on parle du processus d'appel d'offres. Alors, l'appel d'offres, ça, c'est quelle page de votre livre? Page 54. Donc, l'appel d'offres, comme on avait dit, oui, c'est un processus qui est assez long. On va essayer d'éviter ça. Donc, ici, ce qu'on peut faire ici, la page 55, on parle de demande d'information. Je peux contacter un fournisseur et dire, ben, donne-moi de l'information, combien de temps ça va prendre, quel équipement. J'essaie de trouver de l'information et je peux demander tout de suite un prix. Combien est-ce que tu me ferais le projet pour combien? Donc là, je n'ai pas besoin de faire l'appel d'offres si je trouve déjà un fournisseur et je négocie avec lui. Si ce fournisseur-là ne veut pas faire le travail ou je n'en trouve pas de fournisseur, bien là, je dois ici faire la demande de proposition. C'est ça que je vais mettre dans les journaux ou dans l'Internet. Alors, je vais lancer l'appel d'offres et on voit dans l'appel d'offres, je dois mettre les devis techniques, les dessins, donc de quoi a l'air, si c'est, je ne sais pas, des lampadaires, si c'est une réparation, une construction. Je dois mettre les dessins, les maquettes, les choses techniques, l'épaisseur des murs, tout ça, les spécifications sur les dimensions, les couleurs, le rendement désiré, combien je pense que j'en ai besoin, le calendrier à respecter, tout ça doit rentrer dans ce qu'on appelle l'appel d'offres. Ensuite, eux autres vont m'envoyer, après un certain temps, des soumissions. Les soumissions, ensuite, je vais les comparer et je vais décider la meilleure soumission avec la méthode pondération qu'on a vue dans l'autre chapitre. Ça va être pour choisir le meilleur fournisseur, méthode des pondérations. Je peux faire un appel d'offres sur invitation. Ça veut dire que
il y a 2, 3 fournisseurs qui m'intéressent, j'envoie juste à ces 3-là l'appel d'offres et voir qui est intéressé. Sinon, je peux faire l'appel d'offres public. Là, tout le monde pourrait être fournisseur. Il y a des avantages à ça. L'avantage, c'est quoi? C'est que j'ai plus de possibilités. Des fournisseurs peut-être du Japon, de la Californie, tout le monde peut m'envoyer ses offres et là, je peux choisir plus de choix. Mais le problème, c'est que si je ne les connais pas, je prends un risque. Peut-être qu'il n'est vraiment pas bon comme fournisseur. L'appel d'offres sur invitation, c'est beaucoup plus court comme temps et moins de risques. Mais j'ai moins de choix. C'est le point négatif. Donc, comme on avait dit, une fois que j'ai reçu les offres, je dois les évaluer avec la méthode pondération. Donc, ça, c'est un appel d'offres assez intéressant. C'est une façon de trouver un fournisseur et aussi déterminer un prix parce qu'eux m'envoient leur soumission avec le prix. Donc, une fois qu'ils m'envoient ça, je ne peux pas négocier le prix avec eux. Ils disent, je peux te faire la job pour tant. Je dis oui ou non. Il n'y a pas de négociation de prix avec l'appel d'offres. C'est beaucoup, hein? Wow! Inquiétez-vous pas. Vous prenez votre temps, arrêtez la vidéo, prenez-vous du popcorn en regardant cette vidéo-là. C'est de l'information qui est, dans la vraie vie, c'est très, très utile. On continue avec notre PowerPoint. OK. Donc, ça, c'est, comme je vous dis, c'est un exemple d'appel d'offres qui existe. Maintenant, on peut aussi avoir une garantie de soumission. Ça veut dire que si tu me donnes ta soumission, tu dois aussi me donner un chèque ou un mandat bancaire, un chèque visé. C'est de l'argent qui est gelé, exemple 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Et ça garantit que peut-être dans 2, 3 semaines, 2, 3 mois, tu ne vas pas dire « Oh non, ça ne me tente pas de faire le projet, c'est pas assez payant pour moi. » Ça ne te tente pas de faire le projet, je vais garder ta caution. C'est une garantie que la job va être bien faite, que ce que tu m'as promis, tu vas le faire. Sinon, je garde le chèque. Donc, ça donne une garantie que le fournisseur il est vraiment sérieux quand il te fait une soumission. Donc, on appelle ça une caution. Si vous voulez lire sur ça, page 113 de votre livre. C'est quand même sérieux. Pour les autres fournisseurs qui m'ont donné leur chèque visé, si je ne les ai pas choisis comme fournisseur, je leur redonne le chèque. Je ne vais pas le déposer. Je vais juste déposer le chèque si le fournisseur que j'ai choisi ne va pas faire une bonne job ou bien qu'il nous lâche. États-Unis versus Japon, ben, nos amis japonais, eux autres, ils calculent, ils disent, ben, je prends mon prix de vente, donc l'exemple, je vais vendre une voiture à 15 000. Le profit que je vais faire, 5 000. OK? Donc, 15 000 moins 5 000. C'est-à-dire que je vais devoir fabriquer l'auto à 10 000. Ça me donne comme un objectif. Les Américains, c'est différent. Eux autres disent, ben, le coût de revient, combien ça me coûte pour fabriquer une voiture? Disons, ça me coûte 15 000. OK? 15 000, je veux faire 5 000 de profit, donc je vais vendre l'auto à 20 000. Donc, on voit que ce n'est pas la même philosophie. Voilà une image de mes beaux amis américains. On les aime, les Américains. OK. Donc, on a parlé au début que je veux faire de l'argent, oui, mais je veux aussi que mon fournisseur fasse de l'argent. Je veux que les deux fassent de l'argent pour avoir une relation à long terme. Je ne veux pas, en anglais on dit squeezer, je ne veux pas squeezer les fournisseurs, avoir le prix le plus bas possible et qu'ils tombent en faillite. Non. Je veux quand même qu'ils soient heureux, que ces employés soient heureux, qu'ils me livrent un produit de qualité et qu'on ait une relation à long terme. Donc, le profit, comment on détermine? Est-ce que je donne 5 10 20 50 Ça dépend de plusieurs choses. Donc, je veux qu'il soit ici motivé. C'est pour ça que je vais donner le juste profit. Donc, ça dépend. Donc, on regarde ce monsieur ici. Très, très dangereux comme job. Est-ce que lui va faire le salaire minimum? Je ne pense pas. Je pense qu'il va demander un peu plus parce qu'il y a un danger, un risque
dans sa job. Donc, c'est la même chose quand que tu détermines le profit. Plus c'est risqué, plus le profit va être haut. Donc, ce monsieur-là, ça a l'air super intéressant comme job, mais je ne voudrais pas faire ça. Et je demanderais, si j'étais obligé, ben, je demanderais un salaire de 100 de l'heure pour faire ça minimum. Ça, c'est une autre job. Ben, quelqu'un qui met les choses dans des sacs au supermarché, un wrapper, on les appelait en anglais, les emballeurs. Est-ce que son salaire va être aussi haut que la dernière personne? Pas très risqué. Donc, le salaire, là, c'est le salaire minimum, malheureusement. Mais il n'y a pas il n'y a pas le même stress non plus. Ce monsieur ou cette madame qui est chirurgien, le salaire est plus élevé parce que ça prend beaucoup d'éducation pour être capable de faire ce job-là. Fait que ça, c'est un autre facteur pour déterminer combien payer. Est-ce que l'expertise nécessaire est très élevée ou non? Ça aussi, ça va jouer sur le profit qu'on devrait donner. Faire des clous, pas très risqué, n'est-ce pas? Donc, on peut en faire des millions et des millions à chaque jour. Alors, ben, le profit ne va pas être très élevé parce que, exemple, si quelqu'un fait un contrat pour acheter des clous de chez moi, puis à la fin, il dit, ah, finalement, je ne veux pas. Est-ce que je vais être pris avec ces clous-là? Non. Je vais les vendre à quelqu'un d'autre. Pas très risqué comme produit. Donc, les pourcentages de profit dans ce marché-là, ici pour les clous, très bas, parce que le risque est très bas. Donc, risque va avec profit. Faire des moteurs d'avion, c'est très risqué parce que si mon client nous lâche, qu'est-ce que je fais avec les moteurs d'avion? Il n'y a pas tellement de compagnies aériennes. Donc, c'est pour ça que les profits sont plus élevés parce que le risque est plus élevé. Ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la petite pilule bleue de Pfizer qui s'appelle, commence par un V, Viagra. Eux autres ont fait beaucoup d'argent là-dessus, de profit. Les compagnies pharmaceutiques font beaucoup d'argent parce que le risque est élevé. Si le produit n'est pas bon après 2, 3, 4, 5 ans de recherche, ils ne peuvent pas le vendre, il est inutile. Bien là, ils viennent de dépenser des millions sur de la recherche. C'est risqué, donc les profits sont très élevés. Les autres font du 50% de profit, 100% de profit, font beaucoup de profit. C'est normal aussi parce qu'il y a plus de risques. Donc, on a dit que le profit dépend du risque. Le profit, si c'est des petites commandes, c'est plus risqué, le profit va être plus élevé. Quand j'ai besoin de personnel très qualifié, le profit est plus élevé. Et bien sûr, un fournisseur qui nous donne toujours une bonne livraison, toujours bonne qualité, on devrait aussi augmenter son profit par rapport à ça. On veut la fiabilité. Donc, tous ces facteurs-là influencent ce qu'on appelle le profit donné ou la marge de bénéficiaire. Les produits qui sont les plus profitables, le popcorn, 1275% de profit. Wow! Qui peut expliquer pourquoi? Ben, parce qu'ils vendent, je n'ai pas le choix. Quand je suis au cinéma, je ne veux pas aller au dépanneur acheter. Donc, ils nous forcent un peu à payer des 8, 9, 10 $ pour du popcorn. Des cartes de souhait, si vous voulez m'envoyer ça un jour, non, pas besoin de ça. C'est 2% de profit. Wow! Les livres universitaires, c'est aussi, il y a beaucoup de profit là-dedans. Les bouteilles d'eau, beaucoup de profit. Et c'est bizarre, mais 45% de l'eau embouteillée vient de l'eau municipale. Puis ils nous chargent beaucoup d'argent pour cette eau-là. On se fait un petit peu avoir. Les cartouches d'encre, c'est très rentable aussi. Les vêtements, comme des jeans True Religion, 207 $ pour une paire. Ben, c'est 1000% de profit. Ouh! Le maquillage, 80% de profit. OK? Donc, on voit que des fois, c'est l'offre et la demande aussi qui déterminent le profit. Donc, on voit ici les différents exemples. L'encre, les jeans et le maquillage.
Donc, dans l'industrie du meuble, c'est à peu près du 40 à 300%. Ouh, beaucoup. L'épicerie, juste 15%. Ils ne font pas tellement de profit, mais ils font beaucoup de volume. Costco fait juste du 10% de profit. Walmart, 32. Target, 46. Bureau en gros, 41. Dick's Sporting Goods, 50. Macy's, 80. Neiman Marcus, 65%. Donc, ça, c'est juste de l'information sur des fournisseurs au Japon. On voit que, excuse pas au Japon, en Chine, on voit ici l'autre super bleu ici. Ils font beaucoup de jeans et de vêtements ici et ils vont mettre beaucoup de, malheureusement, ils vont dumper leur teinture dans l'eau. Alors, on voit que c'est pas super éthique. Et eux autres, on voit que certains paires de jeans faits en Chine ne sont pas chers. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les normes environnementaux. Ils sont en train de détruire l'environnement ici. Tout ça, c'est ce bleu ici, c'est de la pollution. Et les employés sont payés à peu près 200 $ par mois. Donc, il y a une raison pourquoi que les jeans ou les vêtements qu'on achète de la Chine sont vraiment pas chers. Ils ne respectent pas les mêmes normes que nous non plus. Les autres facteurs qui vont affecter le prix et qui doivent être négociés, le délai, 1 semaine, 2 semaines, 10 semaines, ça se négocie. Contrainte de livraison par lot, encore, ça se négocie. Est-ce que je vais te livrer en lot de 10, de 20, de 1000? Les incoterms, vous avez pris ça dans votre cours de commerce international. Qui paye pour le transport? Qui paye pour les assurances? Qui paye pour les dédouanements? Tout ça est marqué dans un contrat incoterm à ne pas négliger. L'escompte aussi, les retours sur les achats, qui va maintenir les pièces, la machinerie et les pièces de rechange. Tout ça, c'est des choses qu'on peut négocier. Les rabais, les remises peuvent être négociées aussi, les escomptes. Ça, c'est des choses qu'on peut négocier. Donc là, on va prendre une petite pause et on va continuer après. Bonne pause.